Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique, d'abord sans spoiler puis avec, de Bright, un film original Netflix disponible depuis le 22 décembre. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée par Netflix, c'est dommage d'ailleurs parce que j'aurais dit exactement la même chose et ça m'aurait fait des sous, mais bon, c'est comme ça. Vous avez sans doute dû déjà entendre parler de Bright, puisque Netflix a fait beaucoup de publicité autour de cet énorme projet pour eux, qui compte quand même un budget de 90 millions de dollars, si je ne me trompe pas, avec Will Smith en tête d'affiche. Et ce qui m'a interpellé, c'est que le film se fait massacrer par les critiques, notamment aux US, et du coup, après l'avoir regardé, ça m'a même motivé pour le faire, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Comme d'habitude, j'essaierai d'être assez juste et nuancé dans ma critique, puisque généralement, l'outrance ne mène à pas grand-chose de très intelligent. Bright, en résumé, c'est la collision entre deux grands types d'univers bien connus du cinéma, avec tout d'abord la fantasy, popularisée évidemment par Le Seigneur des Anneaux, et puis de l'autre le film de flic, ou plus précisément le film de duo de policiers dans le genre Arme Fatale. Bright a été réalisé par David Ayer, à qui on doit notamment End of Watch, Fury et Suicide Squad. A noter qu'il était le scénariste de Training Day, dont on peut parfois sentir l'influence dans Bright. On se retrouve donc à Los Angeles dans une version alternative de notre monde où plusieurs races non humaines coexistent plus ou moins bien avec les humains. Et d'après ce que nous montre le film, ce sont les orques qui sont les plus ostracisés et ghettoisés, alors que les elfes sont devenus la classe supérieure mondiale, ce sont les plus riches, les plus stylés et les plus puissants. En gros, les 1%, ce sont eux. Puis entre les deux groupes, on retrouve la grosse majorité d'humains dans lesquels les origines ethniques semblent avoir conservé un certain impact social, malgré l'évident remplacement des Noirs par les orques dans cette société américaine parallèle. Et dans tout ça, on a deux policiers, un humain et un orque, qui vont se trouver mêlés à une histoire de baguette magique potentiellement capable de faire revenir le Seigneur des Ténèbres et qui va surtout susciter de nombreuses convoitises. Maintenant que le décor est posé, pourquoi ce film se fait-il autant démonter par les critiques ? Eh bien, j'y vois deux raisons principales qui n'ont, à vrai dire, rien à voir avec le film en lui-même. La première, c'est tout simplement la défiance de l'industrie hollywoodienne face à Netflix. Déjà, quand on ne parlait que de séries, il faut bien dire que Netflix avait plutôt mauvaise presse auprès des acteurs déjà établis que sont les chaînes de télé et les chaînes du câble. Et c'est parfaitement compréhensible puisque la plateforme que propose Netflix est un concurrent féroce et dangereux pour les audiences de ces institutions installées depuis bien plus longtemps. Et ici, avec Bright, on a exactement le même type de phénomène puisque Netflix ose sortir un film de type blockbuster sans même passer par l'étape cinéma. Les enjeux pour l'industrie du ciné sont tout simplement énormes, imaginez le manque à gagner si soudain un nouvel acteur se met à diffuser des films sur sa propre plateforme en évitant les studios, les exploitants de salles, etc. C'est presque une déclaration de guerre. De mon côté, je suis un fervent partisan de l'expérience qui consiste à découvrir un film sur grand écran, enfin quand les cinémas réussissent à régler leur clim, Mais d'un autre côté, il faut bien dire que la créativité de Netflix a déjà fait ses preuves avec des créations originales du côté des séries, et franchement pour le public c'est quand même vachement bien. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'on assiste pour ce film à une réaction corporatiste anti-Netflix. J'en viens maintenant à la deuxième explication potentielle de cet acharnement, c'est qu'on a Max Landis au scénario. Et si vous n'êtes pas au courant, Max Landis est sans doute sur le point de se prendre une déferlante sur la gueule suite à diverses accusations de harcèlement sexuel sur Twitter. Même si rien n'est prouvé pour l'instant, j'ai tendance à penser, vu le contexte de ces messages, qu'ils sont vrais et que donc le gars est un véritable salopard de harceleur. Du coup, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir, si tout cela se savait déjà dans le petit milieu du cinéma, et vu le contexte et l'ambiance de ce milieu depuis ces derniers mois avec l'affaire Weinstein et tout ce qui s'ensuit, eh bien il n'est pas étonnant que certains critiques aient un peu pris les devants en disant du mal du film. Au passage, on peut aussi rappeler que Max Landis est le fils de John Landis, un réalisateur et producteur reconnu d'Hollywood, et on dit qu'il aurait plus ou moins couvert les agissements de son fils. Un troisième élément a dû jouer à charge contre le film, et celui-ci est plus directement lié au contenu de Bright, et il s'agit de la mise en scène du racisme et du message que peut porter le film à ce sujet. En effet, beaucoup de critiques attendaient que le film se serve des races non humaines pour dénoncer en profondeur les méfaits du racisme dans la société réelle. Toutefois, cette ségrégation est plutôt un contexte mais pas véritablement le cœur de l'histoire de Bright. En gros, certains critiques reprochent sans doute au film de ne pas correspondre au message qu'ils pensaient y trouver. Il est temps d'en venir sur mon propre avis sur ce film. Je dirais de manière très résumée que Bright est loin d'être un très bon film, il a trop de défauts pour cela, mais il a quand même certaines qualités qui me l'ont rendu plutôt agréable à regarder. Il faut dire aussi qu'en le lançant, je m'attendais vraiment à trouver une grosse bouse, du coup forcément la surprise a été bonne.
J'ai pu lire et entendre dire que le seul point positif de Bright résiderait dans l'originalité de l'idée de base, ce mélange des genres entre fantasy et monde contemporain ou légèrement futuriste. Et en tant que joueur de jeux de rôle sur table depuis un bon moment, ça m'a fait rire forcément puisque ce concept existe au moins depuis Shadowrun, un jeu qui est sorti en 1989, et peut-être même que le concept a été créé avant. Shadowrun raconte la transformation d'un monde technologique aux alentours de 2050, lorsque la magie fait irruption et transforme des humains en races oubliées depuis longtemps. D'ailleurs au passage, si découvrir le jeu de rôle de manière générale vous intéresse, je vous invite très chaudement à rejoindre la chaîne YouTube Le Podcast Anonyme. En plus, ils sont sur le point de passer le seuil des 1000 abonnés, et ce serait pas dommage. Puis même de toute façon, même si on ne parle pas de Shadowrun, que Bright ne copie pas totalement puisque l'élément cyberpunk n'est pas présent dans le film Netflix, il faut quand même que je souligne que la prétendue originalité du concept ne correspond au final qu'à la rencontre des deux formes les plus classiques des deux genres suscités. En effet, si on isole ce qui relève de la fantasy, il n'y a rien d'original dans Bright. On a tous les clichés habituels, avec le grand maître du mal vaincu il y a des millénaires et qui menace de revenir évidemment, et puis avec l'ambivalence aussi de la magie, aussi bien un grand danger qu'un grand espoir. Et si on isole ensuite ce qui relève du film de duo de flics, on a tous les poncifs du genre avec le blasé et le débutant, celui qui respecte le code et celui qui se débrouille, et évidemment les disputes et différences de caractère. A vrai dire, je pense même que l'écriture du film Bright, par Max Landis donc, est son principal défaut. Si quelqu'un de talentueux, d'inventif, avait saisi ce concept, je pense qu'on aurait vraiment eu quelque chose de très percutant. Heureusement, aussi bien la réalisation que l'interprétation viennent sauver ce qui peut l'être en tout cas dans ce script torché avec ses dialogues foireux. Et si vous voulez de l'action, vous aurez de l'action, vous serez même plutôt bien servi. De même, les effets visuels et les maquillages sont carrément convaincants, notamment les orques extrêmement bien faits et que j'ai trouvé plutôt expressifs malgré les prothèses. Au passage, pour la caractérisation des orques, j'ai apprécié la mise en avant de la finesse de leur odorat ou encore la façon qu'ont leurs oreilles de bouger toutes seules parfois. Mais revenons à l'humain, et certains disent que Will Smith y fait du Will Smith, mais je serais moins catégorique. Certes, on retrouve des traits qui sont presque toujours présents dans ses personnages, comme l'humour, mais dans une version bien plus cynique et désabusée. Je trouve que le personnage qu'il campe présente justement certaines nuances qui permettent de mettre en valeur certains des traits de caractère et des différences de son coéquipier orc Jacoby. Pour ce qui est de Jacoby, justement, interprété par Joel Edgerton, c'est pour moi le meilleur personnage du film. Pas besoin de longues périodes d'exposition. C'est dans l'action qu'on comprend qu'il est aussi mal vu par les orques que par les humains, et dans son comportement et ses choix que passe toute sa détermination à rester quelqu'un de bien. En effet, il est tout le contraire d'un cliché, il fait preuve de plus d'humanité que la plupart des humains du film, tout en n'étant pas parfait pour autant. Il est parfois un ressort comique du film, mais jamais vraiment au détriment du personnage, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et c'est sur la relation entre Ward et Jacoby que tout le film tient, et de mon point de vue, c'est justement ce que le film réussit le mieux. Par exemple, en nous prenant un peu à rebrousse-poil au début sur ce qu'on attend de la part d'un personnage incarné par Will Smith. Du côté des méchants, en revanche, c'est le vide intersidéral. On est dans la caricature la plus extrême et je me demande vraiment pourquoi on est allé chercher Noomi Rapace, une excellente actrice, pour le rôle de Layla, qui aurait pu être pris par n'importe quelle cascadeuse au physique adapté. Malgré les défauts que j'ai pu évoquer, après avoir vu Bright, j'ai eu envie d'en savoir plus. Ma curiosité a été piquée sur certains éléments de l'univers qui sont simplement esquissés dans ce film, pas vraiment développés, et on dirait bien qu'il s'agit là du premier volet d'une saga. J'arrive maintenant dans la partie spoiler de cette critique, avec aussi quelques petites explications en prime pour ceux qui ont vu le film donc, et c'est réservé à ceux qui ont déjà vu Bright ou qui se foutent totalement d'être spoilés. Avant d'oublier toutefois, je veux souligner que j'ai beaucoup apprécié la BO du film, ainsi que certaines scènes, en particulier quand Ward se retourne et abat ses collègues pourris. De manière générale, l'attitude bravage de Ward m'a souvent fait sourire. Et justement, revenons au personnage de Will Smith, Daryl Ward. Déjà, son nom de famille, Ward, n'a pas été choisi au hasard. Ward en anglais, c'est une protection, un gardien, voire même une magie protectrice. Avec un tel nom et Will Smith au casting, on se doutait bien que le fameux Bright, l'élu capable d'utiliser la fameuse baguette magique, ce serait lui. Et je dois dire que c'est un des points qui m'a déçu, j'aurais tellement préféré que l'élu soit Jacoby, l'orque détesté de tous. De ce point de vue, le film est extrêmement prévisible, puisque la pseudo-révélation est déjà prémâchée lorsque le faux SDF, au service du bouclier de lumière, rappelle au FBI anti-magie qu'un humain sur 1 million serait un Bright. Pour revenir sur le bouclier de lumière, justement, cette ancienne organisation apparemment qui lutte dans l'ombre pour empêcher le retour du Seigneur des Ténèbres, il est quand même étonnant que la seule action qu'ils prennent, c'est de faire choper l'un d'eux par les deux policiers. On a donc cette scène dans la voiture des policiers, dans laquelle l'illuminé qui a tout fait pour se faire embarquer par les deux coéquipiers rappelle à Jacoby, l'orque,
l'importance du clan, des anciennes traditions, et il révèle comme ça de but en blanc, en parlant en orc, que Ward est un élu, qu'il serait au centre d'une prophétie. Mais dans ce cas, ça me semble un petit peu bizarre pour le bouclier de lumière de ne pas veiller de plus près sur Ward, qui a failli mourir je ne sais combien de fois pendant le film. Mais le fait que le pseudo-illuminé vienne évoquer le clan de Jacobi, je me suis posé la question, est-ce que Jacobi, notre orc préféré, ne serait pas un descendant de Girac? Et si vous ne vous souvenez pas qui est Girac, je vais vous en parler, ça tombe bien. Le film nous explique d'abord que les orques auraient massivement choisi le camp du Seigneur des Ténèbres dans un conflit qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et ce conflit ancien, presque devenu légendaire, a le nom de la guerre des 9 races, puisqu'un orc, Girac, était parvenu à réunir les 9 races pour enfin réussir à vaincre le Seigneur des Ténèbres. D'ailleurs, on ne connaît pas le prénom de Girac, c'est peut-être Jacques. Je suis quasiment sûr que vous posez la question comme moi, mais quelles sont les 9 races dont il parle, alors qu'il ne nous en montre que quelques-unes dans le film? Eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé la réponse pour vous. On a donc par ordre alphabétique les Brésiques, des hommes lézards, les centaures, les elfes, les géants, les gobelins, les humains, les nains, les orques et les Panahus. Alors par contre, ne comptez pas sur moi pour vous expliquer ce que c'est qu'un Panahu, apparemment personne ne sait vraiment. Au cours du film Bright, on voit surtout des humains, des elfes, des orques, quelques centaures, notamment parmi la police, et aussi une Brésique, c'est la femme dans le club de striptease dont les paupières se referment sur les côtés, et puis on entend parler une fois des nains. Ce qui est intéressant dans toute cette mixité, c'est que malgré le rôle héroïque de Girac, les orques sont quand même considérés comme néfastes et inférieurs, car ils constituaient le gros de l'armée du Seigneur des Ténèbres. C'est d'ailleurs en réfléchissant à cette situation qu'on peut découvrir ce qui peut être le message le plus subtil du film. En effet, d'un côté, on a donc le Seigneur des Ténèbres, qui de toute évidence est issu du peuple des elfes, et qui a failli détruire le monde, j'imagine, ou en tout cas le dominer. Et de l'autre côté, on a un héros mythique qui est parvenu à vaincre le mal incarné, et qui est issu pour sa part du peuple des orques. Et pourtant, les elfes sont devenus la race dominant le monde, alors que les orques sont clairement relégués aux tâches subalternes ou sombrent dans la criminalité. Plus précisément, les fées peuvent être reconstruits et interprétés pour servir une certaine vision du monde, en l'occurrence celle qui est favorable aux elfes, alors qu'au final on pourrait traiter les deux races sur un pied d'égalité au vu de ce passé légendaire. Pour ce qui est des elfes, justement, on est très loin de la subtilité dans les différentes incarnations que le film nous en propose. On a aussi l'elfe de la brigade anti-magie, dont la détermination stoïque semble être malheureusement le seul trait de caractère, et puis enfin Tika, la petite sœur de Leila, qui ressemble à un pastiche de Lilou du 5e élément de Luc Besson. Et il faut bien reconnaître qu'absolument rien dans le film ne permet d'expliquer le comportement pourtant très étrange de Tika, ni la grande importance que lui accorde sa sœur, au point de confier une baguette magique si précieuse à une assassine pour la retrouver. Toute cette intrigue ne tient debout que si Tika est vraiment quelqu'un de très particulier, et je ne pense pas que le fait d'être une Bright soit suffisant pour l'expliquer. Pour rentrer quelques instants sur le territoire des théories, je me demande si les stigmates noirs qui apparaissent sur le visage de Tika après la résurrection de Jacobi ne viendraient pas révéler un lien profond entre elle et le Seigneur des Ténèbres, ce qui expliquerait alors l'importance que lui accorde sa sœur, supérieure encore à la valeur d'une des 3 baguettes magiques du monde. Il faut aussi dire un mot du dragon qu'on voit sur un plan en train de survoler la ville, et il faut savoir que dans le script original, on avait confié un dialogue à la fille de Ward qui lui demandait d'aller voir un dragon au zoo. Heureusement, cette stupidité a été supprimée. Et forcément, apercevoir un dragon voler apparemment en toute liberté pose des questions sur la possibilité d'une telle cohabitation entre ce monstre a priori carnivore et les habitants de la ville. Après avoir écouté une interview de David Ayer, le réalisateur, qui évoquait ce sujet, je peux vous dire tout simplement qu'il a ajouté ce plan parce qu'il le trouvait cool, donc pas la peine d'y chercher une grande cohérence, juste un espèce d'aperçu d'un monde plus vaste qu'on ne fait que deviner dans ce film. D'ailleurs, on retrouve la même approche un peu simpliste pour les fées, ces petites bestioles volantes qui jouent de mauvais tours et qu'on peut apparemment massacrer impunément. Le seul bon côté, c'est qu'on évite le politiquement correct avec Will Smith qui la défonce à coups de balai, mais bon, ces créatures n'ont aucun intérêt dans le film, et en ajouter une sur le dernier plan est tout simplement crétin, d'autant que le film ne vise absolument pas un public d'enfants. On doit parfois fermer les yeux sur d'autres problèmes de cohérence, comme une référence à Shrek pour une bonne blague et souligner la proximité avec notre monde réel, alors qu'en toute logique, avec des bases aussi différentes, nos mondes devraient être devenus radicalement différents, notamment dans la culture, ce que le film réussit bien en revanche lorsqu'il évoque très rapidement la musique orc. Vous l'aurez compris, beaucoup de reproches car il y a énormément de choses à améliorer dans Bright, mais si un meilleur scénariste peut se saisir de la suite, je pense qu'il y a un vrai potentiel à exploiter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air si le contenu de cette vidéo vous a plu, et de mon côté, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!